Nernier. De vieilles maisons plus ou moins croulantes au bord du lac de Genève. Le printemps vert, le soleil sur les eaux calmes d'un matin de mai. Chut, je pense que je vais attraper un poisson. Assis gravement sur la jetée, Louis Clair pêche à la ligne. Oh, toi tu es assommant. Nicole et Françoise, ses sœurs cadettes, se sont installées sur les rochers qui s'avancent là et plongent dans l'eau transparente. Elles tricotent en papotant comme des perruches. Toutes les deux sont brunes avec des yeux bleus qui tournent au violet. Vous faites un bruit d'enfer, ces pauvres bêtes ont peur. Et ces pauvres bêtes ne mordent pas assez vite à ton hameçon. Tu les plains, toi, qui dans une heure va les faire frire. Et les deux sœurs pouffent. Elles n'ont pas vu cette barque, avec une voile gonflée de vent qui s'approche. Taisez-vous et contemplez donc le vaisseau amiral, grogne Louis. Nicole et Françoise relèvent vivement la tête. Cette barque, en effet, est un 6 mètres, élégant et neigeux, qui appartient à Gaëtan Vercors, l'ennemi personnel des 5 jeunes clercs. Il ne s'est pas viré de bord, il barre comme un âne. Mais Gaëtan n'est pas seul à bord avec son mousse habituel, Jean Thévenot. Il promène un ami de Genève. Et, soudain, l'eau portant les voies, un morceau de conversation arrive jusqu'à la digue. Quelles sont ces 2 jeunes filles en robe bleue ? Des sauvages, de vrais sauvages. Elles habitent une maison en ruine. C'est une vieille famille de Nernier. Mais de drôles de gens. Un de leurs oncles s'est sauvé en Amérique il y a 20 ans. Il s'était engagé comme marmiton à bord d'un paquebot pour traverser l'Atlantique. Il voulait devenir cow-boy. Je crois qu'il est devenu une espèce de bandit. On ne sait même plus s'il est mort ou vivant. Ce n'est pas la faute de ses neveux. Oh, mais toute la famille est comme ça. Des gens un peu fous et paresseux. Le bateau s'éloignait et les clercs n'entendirent plus rien. Françoise et Nicole étaient devenues rouges comme des cerises. « Tu as entendu, Louis ?» Mais Louis n'avait pas saisi ces paroles qui couraient sur le lac. Il venait de prendre un poisson. Ce Gaëtan est ignoble. Guy et Denis Clair s'avançaient sur la jetée en traînant leurs espadrilles, vêtus de pantalons de toile grise et de vieux chandails. Ils avaient en effet un peu l'air de sauvages. Nicole se redressa, et, se juchant sur la balustrade de pierre qui dominait les rochers, elle cria « Gaëtan vient encore de nous insulter !» Les jumeaux rugirent en chœur et regardèrent autour d'eux. Où est-il que nous lui tirions les oreilles ? Mais il était loin de là, s'éloignant vers la rive suisse sur son conquérant aux voiles blanches. Françoise, les sourcils froncés, elle n'avait que 10 ans et trouvait cette histoire bien compliquée, demanda « Alors, l'oncle Robert, c'était un méchant homme ?» On ne parlait jamais de lui dans la vieille maison des Clercs. Il n'avait laissé derrière lui ni souvenir ni photographie. L'oncle Robert, il n'y a que grand-mère qui l'ait connu, et elle a été très fâchée quand papa a épousé maman, qui était la sœur de ce pauvre cher oncle Robert. « Qu'est-ce qu'il avait donc fait ?» reprit Françoise, obstinée. « Va le demander à monsieur Nolot. » Et Denis eut un rire amer. Monsieur Nolot ne regardait plus les Clercs. Il recevait chez lui, la moitié de l'année, les Vercors et leur insupportable fils. « Tu sais bien, Françoise, murmura Nicole, que monsieur Nolot était le parrain de l'oncle Robert. On ne me l'avait jamais dit. Monsieur Nolot n'a plus de famille, et il espérait que l'oncle Robert s'occuperait de la Savoyarde, de la ferme des champs. Il lui avait payé ses études, les 2 années à l'Institut agronomique. Il attendait le retour de son filleul et, brusquement, l'oncle Robert disparut. Il s'embarqua pour l'Amérique sans dire adieu à personne, laissant son frère et sa sœur dans la misère. Il n'a jamais envoyé de ses nouvelles, et monsieur Nolot ne lui a pas pardonné. Denis, l'aîné, avait donné ses explications d'un air farouche, en enfonçant ses doigts dans sa chevelure fauve et hirsute. Louis, qui repliait sa ligne avec lenteur, gémit. Comment pouvait-il trouver l'Amérique plus belle que le lac de Genève ? Nicole, qui discutait toujours, interrogea Denis d'un ton acerbe. Puisqu'il n'a jamais écrit, comment a-t-on su qu'il élevait des chevaux dans les montagnes rocheuses ? Denis haussa les épaules. Ah, les filles, quelle engeance ! C'est notre oncle Daniel qui a fait une enquête lorsqu'il est allé se fixer à la Nouvelle-Orléans, pour y fabriquer des bateaux. Plus grand que celui de Gaëtan, fit Guy hargneux. Si tu me laissais parler, protesta Denis avec hauteur. Il n'oubliait jamais qu'il avait 16 ans et qu'il était l'aîné. Oh, cet oncle-là, c'est la gloire de la famille. Un vrai oncle d'Amérique. Ils se turent tous les 5, une lueur d'orgueil sur leurs visages hâlés. Dans la pauvre maison de Nernier, les cadeaux de l'oncle Daniel arrivaient comme des présents de roi. Les 5 clercs étaient remontés par la rue du Port. Ils se tenaient par le bras et chantaient faux, selon leur habitude. À l'abri des toits avançants, 2 pêcheurs accommodaient leurs filets. Ils jetèrent des regards plutôt sévères sur ces jeunes fous qu'on redoutait un peu dans le village. Ils étaient orphelins et grandissaient à leur guise. La vieille Madame Claire, leur grand-mère, était trop occupée pour songer à leur éducation. Elle avait toute la cuisine à faire, elle soignait le jardin et essayait de nourrir cette lourde maisonnée avec très peu d'argent.
Les 5 clercs profitaient de leur liberté pour faire d'innombrables bêtises. Sans doute, les filles travaillaient à l'école de Nernier, et les garçons s'en allaient chaque jour sur leur bicyclette au collège de Thonon. Mais le résultat de ces études était peu brillant. Seul Louis se maintenait dans une bonne moyenne, mais les 4 autres étaient toujours derniers et ne s'en préoccupaient pas le moins du monde. Denis prenait des airs supérieurs et affirmait de sa voix péremptoire « Le jour où je voudrais, je serai à la tête de ma classe. Mais j'ai bien le temps, je ne passe mon bachot que l'année prochaine. » Ce qu'ils aimaient, c'était courir dans les champs et dans les bois, patauger sur la grève bordée de longs peupliers, partir pour de beaux voyages avec la vieille barque qui portait un nom plus beau que celui du 6 mètres de Gaëtan, l'Invincible. Et puis il y avait pas mal de travail dans la vieille maison croulante qui était un peu hors du village. Les filles faisaient le ménage, et avec tant de rapidité que les araignées filaient en paix leurs toiles dans tous les coins un peu sombres. Les garçons cassaient le bois, bêchaient le jardin et tiraient l'eau du puits. Ils avaient même eu la prétention de s'occuper des poules et des lapins. Mais cela n'avait pas duré longtemps, car les pauvres bêtes se trouvaient très mal de leurs soins. Tous les 5 se moquaient bien de ce qu'ils portaient en fait de vêtements, et quelques accros aux robes ou aux culottes ne les troublaient pas. Gaëtan et ses camarades, au collège de Thonon, avaient bien essayé de rire des costumes invraisemblables des 3 fils Claire. Mais les 3 fils Claire étaient de solides gaillards. Avec quelques coups de poing, ils avaient fait taire les moqueurs, et l'on ne faisait même plus attention à ces 3 sauvages qui arrivaient, chaque matin, sur d'invraisemblables bicyclettes qui ne tenaient plus qu'avec des bouts de ficelle. Ce jour-là, après le déjeuner, Françoise et Nicole montèrent dans leur chambre. C'était un jeudi, et, aventure extraordinaire, Jacqueline, la fille des châtelains de Messery, avait invité les 2 sœurs au goûter que l'on donnait en l'honneur de ses 13 ans. Nicole avait lavé les robes de toile bleue, envoyées l'été précédent par l'oncle Daniel, et les avait repassées. Il y a cette grande reprise qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Et la mienne a une grosse tache blanche. Ça ne fait rien, ce n'est pas sale, c'est de l'eau de Javel. Seulement, on n'a pas de chapeau. On ira sans chapeau, à la campagne ça fait très chic. Françoise regardait ses jambes couvertes de poussière. Il faudrait peut-être que je me lave les jambes. Ce n'est pas la peine, puisque tu vas mettre des bas, répondit Nicole imperturbable. Alors ça ne se verra pas. Lorsque les sœurs redescendirent au salon, elles étaient presque élégantes dans leurs robes de toile, et elles avaient l'air si robustes, si joyeuses, qu'on ne pouvait guère faire attention à leur toilette. Madame Claire soupira. « Vous êtes bien plus gentille vraiment quand vous êtes bien coiffée. » Guy était en train de réparer une vitre avec un vieux morceau de verre et du papier huilé. « C'est Louis qui l'a cassé. »« Ah, quand deviendrez-vous raisonnable ?» La pauvre Madame Claire tenait dans sa main le dernier bulletin envoyé par le collège de Thonon. « Denis, tu es encore 12e en histoire, 12e sur 13 élèves. »« Que veux-tu, bonne maman? Je n'ai pas de mémoire. »« Mais que feras-tu plus tard? »« J'irai travailler aux États-Unis avec mon oncle Daniel. » Il y eut un silence. Ils pensaient tous à cet oncle qui venait chaque année à Nernier, ses malles pleines de merveilles, et qui avait un magnifique palais, là-bas, à la Nouvelle-Orléans, au bord de la mer. Et il avait aussi un parc où le vent balançait des palmes et des lianes en fleurs. Il ne faut pas trop compter sur votre oncle. Il a une fille, Jane. Ah oui, notre cousine inconnue. Mais il n'a pas de fils. Il aura besoin de jeunes successeurs pleins d'initiative et d'intelligence. Les cadets rirent et Louis protesta. Et plein de courage aussi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient jamais en France, cette cousine Jane? Parce que, depuis que votre oncle est veuf, il tremble toujours pour la santé de cette petite. Il redoute pour elle de grands voyages. Françoise se regardait avec complaisance dans une glace toute tachée. Il n'a pas écrit depuis 10 mois. Oh, il n'aime pas écrire. Madame Claire ne s'inquiétait pas. Elle avait reçu, comme d'habitude, la pension que lui faisait l'oncle de ses petits-enfants. Rien d'anormal ne se passait donc à la Nouvelle-Orléans dans la belle maison bercée par le bruit de la mer et des palmes. Tous les clercs, oui, tous comptaient sur l'oncle Daniel. C'était lui qui doterait ses 2 nièces, lui qui procurerait des situations aux 3 garçons. Alors, pourquoi se tourmenter? Pourquoi travailler entre des piles de livres ennuyeux, tandis que le lac était si beau, là-bas, au bout du chemin? Au revoir, grand-mère, nous partons pour Messery. Et les 2 sœurs s'éloignèrent gravement, toutes fières d'avoir des robes propres et aussi des rubans de velours bleu dans leurs cheveux bruns. Quand l'oncle Daniel viendra cet été, il faudra lui demander des robes de soie et de grands chapeaux de paille comme celui de Jacqueline. Elles marchèrent paisiblement durant 500 mètres, mais ensuite elles se mirent à courir de nouveau comme de jeunes folles, et elles étaient décoiffées quand elles entrèrent dans le jardin des 2 Prévôtel. Il y avait déjà une demi-douzaine de fillettes qui bavardaient sur la terrasse dans la belle lumière de mai. « Ah, fit Jacqueline, surprise, je pensais que vous ne viendriez pas. » Elle était mince, blonde et fragile. Elle avait toujours l'air d'une poupée qui sort de sa boîte, mais elle était douce et bonne. Ses amis échangèrent des regards rapides, puis il y eut un silence gêné.
Pourquoi pensiez-vous cela? Demanda Nicole, naïvement. Nous avions justement des robes encore neuves. Les autres ne songèrent pas à sourire en examinant les robes encore neuves, et Jacqueline rougit. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Je croyais que vous deviez savoir. Quoi donc? Les yeux des petites Claires s'ouvraient tout grands. Qu'y a-t-il donc? Je ne sais pas, c'est peut-être une erreur. Nicole n'était pas patiente. Elle insista. Je veux savoir, même si c'est une mauvaise nouvelle. Vous ne lisez donc pas le journal dans votre famille? S'étonna une des fillettes. Non, grand-mère ne fait pas de dépenses inutiles. Personne ne rit à cette boutade. Jacqueline disparut dans la salle à manger et revint avec un journal. Regardez, là, en première page. Le doigt de Jacqueline se posait sur cette phrase. Un terrible accident de chemin de fer entre Caire et la Nouvelle-Orléans. Parmi les morts se trouve un Français, M. Daniel Servant, le constructeur de bateaux de plaisance bien connu aux États-Unis. Nicole saisit la main de sa sœur. Mon Dieu, l'oncle Daniel est mort. Elles avaient les yeux pleins de larmes. Il était si gai, si bon, si généreux, l'oncle Daniel. Ce ne fut qu'en revenant tristement à Nernier, par la longue route déserte, que les deux fillettes songèrent soudain à leur avenir. Que deviendraient-elles, maintenant que l'oncle Daniel n'était plus là? Et Louis, et Denis, et Guy? Nicole s'arrêta devant l'école, n'ayant plus le courage d'aller porter la douloureuse nouvelle à sa grand-mère et à ses frères. Elle eut envie de s'asseoir sur le banc qui était là entre deux immenses peupliers. Que vont-ils dire tous, quand ils sauront? C'est affreux, Françoise. Pense que nous n'avons plus d'oncle. Et l'autre, l'oncle Robert? Demanda timidement la petite fille. Il se moque bien de nous, il ne sait même pas que nous existons. Et tout de même, s'il revenait un jour... Elle écoutait gravement le bruit de l'eau coulant dans le lavoir. Pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas? La mort de l'oncle Daniel jeta la consternation dans la vieille maison. Tout le monde l'aimait bien, et puis Madame Claire pensait avec angoisse à l'avenir. S'il est mort dans un accident, il n'aura pas eu le temps de songer à nous. Et elle n'avait presque plus rien pour faire vivre ses 5 petits-enfants, en dehors de la pension que leur versait M. Servant. Enfin, une lettre arriva au bout de 15 jours, écrite par un ami de M. Servant, le tuteur de sa fille Jane. Ce monsieur demandait à Madame Claire de bien vouloir recevoir la jeune Jane durant l'été, car son père désirait qu'elle connût sa famille française. Cette lettre disait encore que M. Servant avait perdu beaucoup d'argent avant sa mort, mais qu'il laissait tout de même à sa fille une fortune suffisante. « Mon Dieu, soupira Madame Claire, et la pension que votre oncle Daniel nous faisait. » Les garçons se taisaient. Ils venaient de se baigner dans le lac au lieu de faire leurs devoirs, et ils comprenaient soudain qu'ils allaient être obligés de travailler, de quitter cette vie de perpétuelle école buissonnière. « Qu'est-ce que tu vas répondre, grand-mère? »« Mais que je l'attends, cette pauvre petite. Il faudra que vous soyez bien gentil avec elle. » 5 grimaces répondirent à ces paroles bienveillantes. « Ce doit être une chipie dans le genre de Gaëtan, une petite fille élevée dans du coton, une mijaurée. Elle va réclamer une salle de bain, et un tapis dans sa chambre. » Madame Claire n'osa pas défendre la pauvre Jane. Elle entendait encore parler M. Servant de cette fille qu'il devait gâter et choyer comme un bibelot fragile. Elle est si délicate, elle ne supporte pas le bruit, elle ne mange presque rien. Il lui faut 12 heures de sommeil, sans cela elle est de mauvaise humeur. C'est une enfant si sensible. Sans doute, elle n'aime pas qu'on la contrarie. Mais, quand on fait tout ce qu'elle veut, elle est délicieuse. Je n'ai pas encore osé l'amener en France, une traversée si longue. Pensez donc, si elle avait le mal de mer. Et c'était cette princesse qui allait débarquer dans la vieille maison de Nernier. De Nernier, un des plus vieux villages du lac. Elle va se moquer de nous, grogna Denis. Elle se moquera de tout. Et Françoise regardait le carreau réparé avec du papier huilé, et ce fauteuil dont les pieds ne tenaient plus qu'avec du fil de fer. Et elle aura des robes de soie, elle, gémit Nicole d'une voix lamentable. Comme ce sera drôle de la voir tout l'été avec nous. Mais Madame Claire intervint. Voyons, vous l'accueillerez avec affection, j'en suis sûr. La voilà orpheline comme vous, et elle n'a ni frère ni sœur, même pas de grand-mère. Elle doit avoir tant de chagrin. Les 5 sauvages s'étaient tus. Et puis, continua Madame Claire, à mi-voix, elle est riche, et nous ne le sommes pas. Les 5 jeunes visages rougirent. Denis serra les poings. Nous n'avons pas besoin de son argent. Je vais travailler, vous allez voir, je vais gagner votre vie à tous. Quel imbécile, grogna Guy. Tu ne serais même pas capable de gagner ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Élever des escargots ou des renards argentés? Le soir, accoudée à la fenêtre de sa chambre, Françoise pleura longtemps comme une toute petite fille. Elle répétait « Nous n'avons pas d'oncle d'Amérique. » Elle pensait aussi à cet oncle mystérieux qui était parti là-bas, sans tourner la tête,
et qui n'avait plus jamais donné de ses nouvelles. C'était un beau jeudi de juin. Tous les lilas de la vieille maison étaient en fleurs, et les 5 Claire se livraient à un grand nettoyage dans chaque pièce. La cousine d'Amérique arrive demain. Cette phrase était sur toutes les lèvres et redonnait du courage à Nicole qui s'était chargée d'arranger la chambre la plus propre de la maison. Elle avait réuni là les chaises qui n'étaient pas boiteuses, une commode qui avait encore ses poignées et une table dont les taches disparaissaient sous un tapis. Et elle va sans doute trouver que ce n'est pas confortable. Elle doit se laver avec de l'eau chaude, supposait Françoise en essuyant une cuvette ébréchée. Oh, l'oncle Daniel avait dit à grand-mère qu'elle déjeunait dans son lit le matin et ne se levait qu'à midi. Pourquoi ? Parce qu'elle est délicate. Si elle se lève à midi, elle ne doit pas avoir le temps de se laver. Les garçons criaient du jardin. « Venez donc vous baigner, il est 5 heures. Avec ce soleil, l'eau doit être délicieuse. » Je croyais qu'aujourd'hui tu travaillais, mon pauvre Denis. Et Nicole pencha à la fenêtre, sa tête ébouriffée. J'ai réfléchi que c'était bien inutile. 1 mois avant les grandes vacances, j'aurais l'air ridicule. Mais c'est décidé, je travaillerai au mois d'octobre. Quelques instants plus tard, ayant enfilé leur maillot de bain, les 5 Claire descendaient à travers champs vers le lac. Une trouée dans les buissons qui bordent la rive, et les baigneurs se trouvent sur une toute petite plage de cailloux, protégée par 2 grands peupliers. Le premier qui arrivera à la digue. Ils se sont jetés à l'eau, et ils nagent vigoureusement, déchirant la soie vert pâle du lac. Des mouettes s'envolent des rochers en criant, et les 2 cygnes du port s'éloignent d'un air méprisant. Quel est ce canot brun, tout neuf, qui glisse sans bruit ? « Hé, bonjour les canards !» C'est la voix désagréable de Gaëtan. « Bonjour la tortue !» répond Guy. « Essayez donc d'aller aussi vite que mon canoë. C'est le cadeau que m'a fait monsieur Nolot, parce que j'ai eu 3 places de premier cette semaine. » Il se venge comme il peut, car la phrase de Guy l'a vexé. Il sait bien qu'autrefois monsieur Nolot était le meilleur ami de la famille Claire, et qu'il traitait le fameux Robert Servant comme son fils. Denis a atteint la digue, et, debout sur les pierres, il réplique. « Notre cousine d'Amérique, qui arrive demain, achètera sûrement un canoë. » Gaëtan ricane. La cousine élevée dans du coton, la cousine en sucre, elle aurait le mal de mer en canoë. Et il n'acheva pas sa phrase. Le calme Louis s'était glissé derrière le splendide canoë, et sautant soudain sur la proue, l'avait fait chavirer. « Vous me paierez ça !» hurla Gaëtan qui se dressait, crachant, éternuant, furieux. C'était un garçon égoïste et gâté, qui ne se rendait pas compte qu'il était parfaitement désagréable avec les Claire. Il les méprisait parce qu'ils étaient paresseux et vêtus comme des bohémiens, et aussi parce que M. Nolot parlait toujours avec amertume de cette famille qui l'avait si profondément déçu. « Et votre cousine d'Amérique, elle ne restera pas 8 jours ici, dans votre bicoque en ruine. » Mais les Claire étaient déjà loin, nageant avec sûreté vers l'embarcadère. Ils se taisaient, songeant à cette fillette mince et blonde dont ils avaient vu une mauvaise photographie 2 ans plus tôt. Vendredi, 6 heures du soir, une fillette inconnue saute sur le quai de la gare de Thonon. Elle est très blonde, mais elle n'est pas aussi mince que sur cette lointaine photographie. Aucune gouvernante ne l'accompagne. Mademoiselle Jane Servant ? Denis est devant elle, tournant entre ses doigts un béret crasseux qu'il a retrouvé dans le bûcher. Elle-même. Alors, vous êtes mes cousins ? Comme elle est bien habillée, et ce beau chien noir sur ses talons doit être à elle. Elle regarde les Claire, et elle ne rit pas. Non, elle ne paraît pas les trouver si affreux que cela. Et elle n'a pas ce sourire supérieur de Gaëtan. Je suis bien contente de vous retrouver. C'est gentil d'être venus tous me chercher. Elle est un peu pâle dans son tailleur noir. Oui, elle doit être fragile. Nous avons amené la charrette du père Vier, le cordonnier. Nous reviendrons très lentement pour ne pas vous secouer. Donnez-moi votre bulletin de bagages. Elle rit maintenant. Nous n'allons pas nous dire vous plus longtemps. Il faut me tutoyer. L'éclair commence à être rassuré et le retour en carriole sur la route qui domine le lac est délicieux. Quel beau pays! Elle regarde le grand lac et les monts sombres du Jura. Votre père l'aimait beaucoup, murmure Nicole, qui ne sait pas quoi dire. Jane serre les lèvres et ses yeux brillent soudain, noyés de larmes. Il ne faut pas me parler de mon père ni de l'Amérique. Pas encore. Vous êtes orpheline comme nous, fit Françoise. Oui, orpheline. Et il me reste tant de choses à faire, tant de choses, et je suis seule, toute seule. Vous ne pouvez pas comprendre. Denis, qui marchait en avant sur sa bicyclette, cria. Nous allons passer par la poste et par le pont, pour que tout le monde nous voie. On est très fiers d'avoir une cousine d'Amérique. Madame Claire attendait Jane dans le salon, qu'on avait ciré pour la première fois depuis 3 ans. Bonjour, ma chère enfant, vous êtes ici chez vous. Elle regardait cet enfant blond et pâle qui ressemblait tant au servant. Merci beaucoup, madame, vous êtes très bonne. Elle ne semblait rien avoir remarqué. Elle avait dit seulement « Oh, comme cette vieille maison est jolie, avec tous ces lilas. »
Que dirait-elle en voyant sa chambre? Chargée de valises, les 5 clercs la poussaient dans l'escalier. « On vous a... » « Non !» Tutoyez-moi. « On t'a donné la plus grande chambre, mais elle n'est pas très belle. » Ils ouvrirent la porte toute grande. Ils haletaient un peu, surveillant le visage de leur cousine. Et elle entra dans la pièce le plus simplement du monde, comme si le dessus de lit n'était pas déchiré, comme si le fauteuil de peluche n'était pas râpé, et comme si un beau tapis couvrait le plancher. « Quelle jolie vue sur le lac, c'est merveilleux. Vous vous en êtes donné de la peine pour me recevoir. »« Tu n'as pas besoin d'avoir une salle de bain ?»« Mais non, mais non. Et tu sais, si tu veux qu'on te monte ton déjeuner le matin, pourquoi ? Je descendrai déjeuner avec vous. » Elle remarqua leurs airs étonnés. « J'ai toujours un peu honte. » Guy se mit à sauter de joie. « Quelle chance ! Vous n'êtes... tu n'es donc pas une pain-bêche, une enfant gâtée ? » « Aussi, j'étais très gâté, mais c'est fini. » Il y eut un silence. Le ciel devenait rouge derrière le jurant. Les 5 jeunes clercs étaient tout à fait rassurés et commençaient à trouver leur cousine très sympathique. « Demain, on t'emmènera sur le lac. »« Mais vous devez avoir du travail. En France, vous n'êtes pas déjà en vacances ?» Elle avait un léger accent qui était charmant. Tout en elle d'ailleurs était charmant. Les gestes souples, le visage aux traits énergiques, aux grands yeux gris, les cheveux blonds et légers que la moindre brise décoiffait. Louis expliqua avec calme. « Nous ne travaillons jamais beaucoup, même quand nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes des cancres, moi un peu moins que les autres. C'est dommage, car je veux travailler ici, je veux prendre des leçons à ton nom. » Nicole et Françoise furent effarés. « Mais puisque tu es riche... »« Riche, non, enfin, tellement moins. » Françoise demanda avec angoisse. « Et la maison des Palmes, elle est vendue. » Jane s'était approchée d'une des fenêtres. Là-bas, près du lac, une belle maison offrait au soleil couchant ses murs déjà roses. « La maison des Palmes était plus grande que celle-là » s'informa Guy. « Oui, 5 fois plus au moins. » On sentait qu'elle disait cela sans la moindre vanité. « Celle-ci est jolie d'ailleurs. »« Elle appartient à monsieur Nolot, » expliqua Denis, la voix lourde de rancune. « Un monsieur qui nous traite de sauvages et qui ne nous aime guère. Pourtant il était le parrain de l'oncle Robert. » Jane inclina la tête sans dire un mot. À la Nouvelle-Orléans aussi, il devait être défendu de prononcer le nom de cet oncle qui s'était enfui comme un malfaiteur. Enfin, il est très désagréable. « Je lui parlerai, moi, à ce monsieur, » déclara Jane d'un petit ton décidé. « Oh, il t'enverra promener. Il écoute tout ce que lui dit cet imbécile de Gaétan. Et c'est Gaétan qui l'appelle maintenant, mon cher parrain. » Tout le village sut bientôt que la cousine d'Amérique était arrivée chez les clercs et qu'elle leur avait apporté de très beaux cadeaux. Les commères en parlaient dans l'unique boutique du village ou dans le bureau de poste. « Vous l'avez vue ? Non. »« Si, elle a l'air d'une Anglaise. Mais non, elle est blonde tout simplement, comme l'étaient les servants. » Un soir, elle traversa tout le village, encadrée par Françoise et Nicole. C'était l'heure où le bateau venant de Genève s'arrêtait à la jetée de Nernier. Elle semblait mince et fragile dans sa robe toute blanche. Et les 3 Maupin, les fils du maire, la regardèrent passer avec des yeux ronds. « Ça, c'est des cheveux d'or. » Gaétan, qui repliait les voiles du conquérant, lança « Non, les cheveux de Philas. » Jane n'hésita pas. Elle s'avança jusqu'à l'échelle près de laquelle était ancré le conquérant, et elle regarda froidement l'ennemi de ses cousins. « Non, laissez-moi tranquille, » maugréa Gaétan qui commençait à être gêné. « Je regarde le garçon le plus mal élevé du pays, et ça ne vaut pas la peine de le regarder longtemps, en effet. » Et elle tourna les talons. Françoise et Nicole étaient enchantées, car elles avaient vu M. Nolot, qui lisait son journal, assis sur le parapet de pierre. « Mais, hurlait Gaétan, sans trouver les mots qu'il aurait souhaité dire. Mais Jane était déjà loin. M. Nolot, tout en feignant de lire son journal, avait fort bien entendu cette brève discussion. Il suivit des yeux Jane Servant, et son visage se crispa. « Mon Dieu, comme elle leur ressemble !» murmura-t-il. Il serra les lèvres et voulut fermer les yeux. Mais le passé était là. Les rares fois où M. Daniel Servant avait passé à Nernier, il n'avait éveillé aucun souvenir. C'était un grand colosse, là et grisonnant, qui ne rappelait en rien les jeunes servants de jadis. Tandis que cette gamine si blonde... Gaétan remontait l'échelle. M. Nolot l'accueillit fort mal. « Tu aurais pu être poli avec cette jeune fille que tu ne connais pas. C'est une chipie d'abord, une poupée qui a peur de tout. » « Elle n'en a pas l'air, non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a dit ça ?»« Moreau, le pêcheur. Elle joue à l'américaine millionnaire, mais je sais que son père était à moitié ruiné quand il est mort. Je vois que tu es bien renseigné. » M. Nolot luttait contre des pensées gênantes.
Pour la première fois, il venait de songer que ses 6 enfants n'avaient plus ni père, ni mère, ni oncle. Quelle solitude, et leur pauvre maison qui tombait en ruine. Furieux contre lui-même, il alla jusqu'au bout de la jetée, et tout haut, il répétait, menaçant un adversaire invisible, « Ah, si Robert Servan était devant moi, il y a des choses qu'on ne pardonne pas, qu'on ne peut pas pardonner. » Et dans la paix du soir, une voix claire s'éleva. « On doit tout pardonner. » Il se retourna et fut en face de Jane Servan. Et, là-bas, derrière la mince silhouette, se dressait le lourd clocher au toit de pierre. Ah, que venait-il faire là, ce clocher? Est-ce que ça vous regarde? Vous ne savez pas ce que votre oncle Robert m'a fait, à moi. Et vous, vous n'avez jamais su, monsieur, s'il n'avait pas eu des excuses. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un sans avoir entendu ce qu'il avait à dire pour se défendre. Il n'a jamais rien écrit à personne, il était donc coupable. Oui, mais maintenant vous ne devez plus lui en vouloir. Et pourquoi donc? Parce qu'il est mort. Jeanne regardait M. Nolot avec une étrange gravité. Il est mort? Qui vous l'a dit? Comme M. Nolot avait blêmi soudain. Mort dans une inondation, près de la frontière canadienne, héroïquement après avoir sauvé 20 personnes. C'est votre père, c'est Daniel Servan qui avait appris cette nouvelle? Oui, il y a 7 mois. Il a même fait une enquête. On en a parlé dans les journaux là-bas. Tout ce que je vous demande, monsieur, c'est de garder ce secret. Elle avait détourné la tête vers la jetée déserte maintenant. Mes cousins sont très pauvres, presque dans la misère. Alors, ils espèrent que quelqu'un viendra les aider. Et ils pensent à leur oncle Robert, dont on ne parle jamais. Ils se disent qu'il peut revenir un beau jour pour les protéger, pour rebâtir la maison qui s'écroule. Mais M. Nolot ne voulait pas s'émouvoir. Bon, je me tairai. Quoique vos cousins ne méritent pas tant de ménagement. Ce sont de vrais polissons. Est-ce tout à fait leur faute? M. Nolot tourna le dos à cette petite fille qui s'obstinait à le contredire, et Jane s'éloigna de son pas paisible, suivie par Vaillant, son grand chien silencieux. Elle savait maintenant combien les clercs étaient pauvres. Elle les avait vus manger leur pain sec le matin et couper le bout de leurs espadrilles trop trouées. Elle traversa le village calme et gai, avec des pots de fleurs partout, sur les marches des escaliers, devant chaque fenêtre. Quand elle pénétra dans la vieille maison, Guy faisait semblant de travailler sous la tonnelle lourde de vignes vierges. « Guy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il redressa sa tête hirsute. « Je ne comprends rien à ce problème. Nous allons tâcher de le faire ensemble. » Ils travaillèrent jusqu'à l'heure du dîner. Guy était intelligent et il admirait Jane. Il fit de si sérieux efforts qu'il trouva seul la solution du problème. « Tu vois, Guy, que ce n'est pas difficile. Alors toi, tu aimes aller en classe. Je ne suis jamais allé en classe. Je vois. Tu avais des professeurs, des précepteurs, des institutrices. » Elle eut un rire lointain. « Si tu savais comment j'ai travaillé pendant des années, avec un médecin allemand qui avait fui en Amérique pour échapper à des gens qui le haïssaient. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort, tué un hiver par des loups. Il y avait des loups à la Nouvelle-Orléans? Non, mais dans le Nord. » Elle eut un geste vague. « Les États-Unis sont si grands. » Les autres n'étaient pas encore rentrés, et bonne maman Claire somnolait dans le salon. Jane se dirigea discrètement vers la cuisine. Au bout d'un instant, Guy se leva. « Il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. Elle ne doit pas savoir faire cuire un œuf à la coque. » Il fut stupéfait en entrant dans la cuisine. Un grand tablier noué autour de la taille, Jane, l'enfant gâté, cassait du bois à coups de hache pour allumer le feu. « Tu vas te couper les doigts !»« Oh non, ça m'amuse beaucoup. » Elle riait, les joues rouges, les yeux brillants. Guy la regarda d'un air perplexe. « C'est bien étrange tout ça. » Il réfléchissait, les sourcils rapprochés. « Est-ce que tu es bien Jane Servan ?» Elle jeta, dans le fourneau, le bois coupé. « Oui, je peux te donner ma parole que je suis ta cousine germaine, Jane Servan. Je n'ai jamais eu d'autre nom. Mais j'ai eu une si drôle de vie. Je te raconterai cela plus tard. Je savais bien que tu avais un secret. » Elle épluchait déjà des pommes de terre comme si elle n'eût jamais fait que cela. L'oncle Daniel avait combien de domestiques? 12, exactement. Alors tu étais servie comme une princesse? Oui, comme une princesse. Aujourd'hui, les Prévôtel reçoivent leurs amis. Promenade sur le lac, goûter, partie de cache-cache. Les clercs sont tous invités et ils se lamentent. Nous aurons l'air de mendiants. Mais Jane proteste. Vous allez voir. Elle a prêté des robes à ses cousines. Elle repasse les pantalons de ses cousins. Elle lave les espadrilles. Et lorsque les 6 se présentent chez les Prévôtel, ils sont vraiment charmants. Gaétan lui-même, qui est là avec son soupir méprisant, ne trouve aucune plaisanterie à faire. Tout se passa bien jusqu'à l'heure du goûter.
Mais Jacqueline avait reçu une caisse de grenades envoyée par des amis habitant l'Espagne, et les clercs n'avaient jamais vu ces durs fruits jaunâtres. Qu'est-ce que c'est? Des grenades. Et Gaëtan éclata de rire en ouvrant un des fruits pour montrer ses crins rouges. D'où sortez-vous? Il y eut un instant de gêne. Jane demanda froidement. Et vous, monsieur, savez-vous ce que c'est que des goyaves? Gaëtan bredouilla. Il ne connaissait même pas ce nom et avait peur de faire une erreur formidable. Vous voyez bien que vous ne connaissez pas tous les fruits du monde. Jacqueline hâtait la fin du goûter. Venez vite faire une partie de cache-cache. Les fillettes avaient entassé leurs chapeaux sur une table de jardin. À cause du grand soleil de ce jour d'été, Françoise voulut reprendre le sien, et elle devint toute rouge. Ce chapeau démodé, Nicole l'avait arrangé avec un morceau de carton que cachait le large ruban de velours bleu noué autour de la calotte. Mais ce ruban avait disparu, et le chapeau n'était plus qu'une affreuse chose qui arracha un sourire aux autres fillettes. « Qu'est-ce qui a pris mon ruban ?» gémit Françoise devenue écarlate. « Mais personne, voyons, » protesta Jacqueline un peu froissée. « Il sera tombé. » Les lèvres de Françoise tremblaient. La pauvre petite était prête à pleurer. Et devant ce chagrin, Jane comprit qu'elle aimait vraiment ses cousines comme des sœurs. Il n'est pas tombé. Elle avait jeté un rapide coup d'œil sous la table, et déjà elle soupçonnait Gaëtan. Et je vais trouver le coupable. Elle avait mis 2 doigts devant ses lèvres. Et elle siffla ainsi d'une façon étrange, aiguë, prolongée. Tous la regardaient, étonnés, ne comprenant pas encore. Il s'écoula quelques minutes et, soudain, une forme noire franchit sans bruit le mur de clôture. Et Vaillant fut devant Jane, les yeux brillants, attendant ses ordres. Il n'avait pas poussé un abois. Jane se pencha vers le chien et lui mit sous le nez le pauvre chapeau. « Cherche bien le ruban qu'il y avait sur ce chapeau. » Les invités des Prévôtel s'étaient un peu écartés. Le chien renifla le chapeau, puis le sol, et lentement il alla de l'une à l'autre des personnes présentes. Gaëtan fit un pas en arrière. Mais déjà Vaillant se dressait, mettant ses lourdes pattes sur les épaules du jeune homme, qui n'était pas très rassuré. « Vous feriez mieux de donner ce ruban, » fit Jane avec calme. « Sans cela, Vaillant pourrait vous déchirer votre pantalon. » Fou de rage, Gaëtan dut s'exécuter et sortit de sa poche le pauvre velours bleu tout chiffonné. 12 regards étaient sur lui, pleins de réprobation. Pour la première fois, on donnait raison aux clercs et leur ennemi perdait de son prestige. Jean de Prévôtel ne s'occupait plus que de Vaillant. Il est extraordinaire ce chien, un vrai chien policier. Je l'ai vu en pleine forêt faire des choses extraordinaires. C'est un chien canadien qui appartenait à un sergent de la police montée. Jane caressait doucement la grosse tête. Il pourrait tuer quelqu'un? Oui. Elle regardait loin derrière elle. Allons, Vaillant, retourne à la maison. Le chien remua la queue et s'en alla comme il était venu, sans bruit. Pourquoi n'aboie-t-il jamais? Parce que sa mère était une louve. Gaëtan jeta d'un ton acerbe. On ne devrait pas laisser en liberté une bête comme ça. Mais c'est la meilleure bête du monde. Doux comme un mouton, affirma Denis, car le brave chien s'était déjà attaché à la famille Claire. Jacqueline, sentant que l'atmosphère devenait orageuse, entraîna ses invités vers le lac. Venez faire un tour de promenade jusqu'à Ivoire. C'était une journée splendide. Le soleil éclairait la rive suisse et ses maisons blanches entouraient de grands jardins. Les 2 bateaux à voile des Prévôtel se balançaient doucement dans un port minuscule. L'un après l'autre, chargés chacun des 7 joyeux passagers, ils s'éloignèrent de la rive. Il n'y a pas une vague. Il nous faudrait un peu de bise. Attendez, voilà le joran qui se lève, dit Gaëtan. Jane, perdue dans un rêve, se taisait et ne voyait pas les regards pleins de rancune qu'il lui jetait. Il se pencha à l'oreille de Jean pour lui dire « Elle prend des grands airs, mais elle a tellement peur de l'eau que, sans la mort de son père, elle n'aurait jamais osé traverser l'Atlantique. C'est une poupée en sucre. » Le vent se levait, en effet. Les voiles se gonflaient et les 2 barques passèrent, triomphantes, devant Nernier. « Est-ce qu'il y a des lacs aussi beaux aux États-Unis ?»« Je ne crois pas, répondit Jane en sortant de son rêve. Mais quel calme !» Un peu vexés, les autres protestèrent. « Pas tant que ça, voyez ces lames. Et puis attendez qu'il y ait une belle tempête, c'est effrayant. » Elle regardait la côte suisse. « Vous n'êtes jamais allé là-bas, à la nage ?»« 4 kilomètres à la nage, ricanait Gaëtan. Je voudrais vous y voir. » Jane venait d'être un peu enrhumée et on ne l'avait pas encore vue se baigner. Alors tout le monde pensait qu'elle avait vraiment très peur de l'eau. « Prenez garde, continua Gaëtan. Le bateau penche beaucoup. Tenez la banquette à 2 mains. Sans ça, vous pourriez passer par-dessus bord. » Elle ne lui répondit pas, mais elle se leva et alla paisiblement se jucher, toute droite, sur l'avant-pontée du bateau. « Tu es folle !» crièrent les 5 clercs. De grosses vagues accouraient,
produite par l'un des gros vapeurs faisant le service du lac. Ils crurent tous que Jane allait tomber à l'eau sous le choc, mais elle ne broncha pas. Ses pieds, chaussés d'espadrilles, semblaient collés aux planches, et, adossée au mât, elle regardait ce lac qui, du côté de Lausanne, avait un horizon marin. Et, une fois de plus, Guy pensa que cette cousine si gâtée, si choyée, soi-disant élevée à l'abri des courants d'air, gardait quelques graves secrets. Où avait-elle navigué pour avoir une telle sûreté, un tel pied marin? Pas seulement sur l'étang de la Maison des Palmes. La rancune de Gaëtan croissait. Lui aussi trouvait cette Jane Servant très mystérieuse. Il s'était réjoui à l'avance en pensant qu'il pourrait se moquer d'elle. Il avait raconté à tout le monde que c'était une petite fille craintive et poltronne. Et voilà, ce serait de lui que les gens allaient se moquer. Quand il revint le soir chez M. Nolot, il était d'une humeur exécrable. « Quelle belle journée! Tu as dû bien t'amuser, mon cher enfant. » Le cher enfant grogna. « C'est impossible de bien s'amuser lorsque les clercs sont là, et leur cousine est pire encore. »« Ça ne m'étonne pas, » approuva M. Nolot du fond de son fauteuil. « Une petite insolente, mon pauvre chéri. » Se sentant approuvé, Gaëtan se répandit en gémissements. Cette Jane Servant avait été odieuse avec ses airs de princesse, avec son chien qui tuait les gens. Mon Dieu, il aurait pu te blesser? Gaëtan était ravi. Il avait tout de même eu quelques remords à cause de ce ruban bleu. Mais, maintenant, il était persuadé qu'il était vraiment une victime. M. Nolot, lui aussi, avait parfois son vague remords. Il renvoyait ce regard gris si loyal. Il faut tout pardonner. Et il n'était pas fâché d'apprendre que cette jeune personne, qui faisait aux autres des serments, était elle-même peu sympathique, peu charitable. M. Nolot était un homme violent. Il roula en boule son journal, frappa sur la table et dit « Une bête comme celle-là, il faut l'abattre. J'irai voir demain Madame Claire. Je pense que cette fois elle acceptera de me vendre ce champ qui me permettrait d'agrandir le parc. » Ils n'ont plus le sou, fit Gaëtan, hargneux. Et comme ils sont tous plus paresseux les uns que les autres, ils ne pourront rien faire que mendier à la porte des églises. M. Nolot continua. Et je dirai à Madame Claire qu'il faut enchaîner ce chien, ou l'abattre. Il se leva et tira si violemment l'un des tiroirs de son bureau qu'il faillit le faire tomber. Qu'est-ce qui coince ce tiroir? C'était une photographie représentant un jeune homme de 20 ans. M. Nolot croyait bien les avoir toutes détruites, toutes. Il allait jeter celle-là dans le fourneau de la cuisine. Et, soudain, il entendit de nouveau cette voix claire. Il est mort héroïquement, dans une inondation, après avoir sauvé 20 personnes. Alors, M. Nolot referma le tiroir, y laissant la pauvre photographie où souriait le visage de Robert Servant. Ah, Gaëtan et ses parents étaient très gentils avec le vieillard, l'entouraient d'affection, mais ils n'avaient pu rendre à la Savoyarde sa gaieté de jadis. Cette gaieté, cet entrain que Robert portait en lui. Cette petite mérite une bonne leçon. Et elle se moque du lac, soupirait Gaëtan. Elle croit que c'est une petite flaque d'eau sans danger. Eh bien, elle verra au premier orage, gronda M. Nolot, qui était très fier de son lac. Gaëtan, tu ne devrais plus jouer avec des enfants aussi mal élevés. Je ne comprends pas que les Prévôtais les invitent encore. Je les ai prévenus pourtant comme j'ai prévenu les Maupin. M. Nolot pousse la porte, qui n'a plus de serrure. C'est la première fois, depuis 20 ans, qu'il pénètre dans ce jardin. Ah, comme elle est croulante, la vieille maison des clercs et des servants. Les jours de clair de lune, les rayons doivent passer au travers. Allons, j'aurai ce champ sans difficulté. Il passe devant une fenêtre ouverte et il s'arrête étonné. Les clercs sont là, tous les 5, qui travaillent autour d'une grande table. On n'entend que les plumes grincer, et Jane, qui de sa voix nette dont l'accent anglais s'atténue, fait faire une dictée à Françoise. Malgré lui, M. Nolot marche sur la pointe des pieds. Ces jeunes paresseux si absorbés dans leurs devoirs, quel miracle! Il faut vraiment qu'il n'y ait plus un sou dans la maison. Madame Claire est assise sous un orme, et elle pèle des pommes. « Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. » Il était entré, prêt à se fâcher, et il se sent gêné soudain. Tout ici respire la pauvreté, mais une pauvreté digne, courageuse, qui inspire le respect. La vieille maison n'a plus rien du taudis dont tout le village parlait avec mépris. « C'est pour ce champ, vous savez... » Mais Madame Claire secoue la tête. « Eh bien non, je ne songe plus à le vendre. Décidément, que se passe-t-il? Je croyais que j'étais si pauvre, que j'allais être obligé de tout vendre. Je suis toujours aussi pauvre, mais ce matin, Jane, cette chère petite Jane... » Elle n'alla pas plus loin. Des cris venaient de la route, et les 6 écoliers, oubliant leur sagesse, bondissaient d'une fenêtre. Hélas, oui, et sautaient dans le jardin. « Qu'y a-t-il » Mais, s'écria M. Nolot, je reconnais la voix de mon jardinier. Il courut jusqu'à la porte et trouva son jardinier tremblant comme une feuille au vent d'automne.
Il y avait un homme dans le poulailler, un voleur. Il m'a donné un coup de poing dans la figure et il s'est sauvé. » Derrière le jardinier, il y avait 2 douaniers, qui discutaient eux aussi. Quelle tête avait-il? Je n'en sais rien, il n'avait pas de tête, il avait un mouchoir dessus. Monsieur Nolot se tourna vers les douaniers. Ne dit-on pas qu'un dangereux malfaiteur se cache dans la région? Le plus âgé des douaniers sortit un journal de sa poche. Un vrai gangster. Il vient tout droit d'Amérique et il cherche à passer en Suisse. Un ancien chercheur d'or, grand et roux, mais c'est facile de se faire teindre les cheveux. Son nom? On en connaît une 12aine, alors comment savoir lequel est le bon? Enfin, on dit qu'il n'a tué personne. Mais comme voleur, il paraît qu'on ne fait pas mieux. Il y eut un instant de silence, tout était calme. Une grande paix glissait sur le lac, sur les champs, à travers les bois, le long des rues de Dernier. On n'entendait que le bruit charmant des cloches accrochées au cou des vaches qui rentraient lentement des pâturages. Adossée au petit mur de pierre sèche, Jane n'avait rien dit. Une grappe mauve de glycine lui frôlait l'épaule. Comme elle était blonde et fragile, Monsieur Nolot détourna la tête. Jane demanda enfin. « Il y a sa photographie dans le journal ?»« Oui, mais elle n'est pas bien nette. » Elle prit le journal et regarda longtemps, sans prononcer un mot, le médaillon où s'encadrait un visage lourd et brutal. « Il faut fermer ses portes et se tenir sur ses gardes, » fit le plus jeune douanier. « Un gaillard comme celui-là finira bien toujours par passer la frontière. » Et ils s'éloignèrent avec le jardinier, déjà rassuré. Puisque ce n'est pas un assassin, Denis tenait bien à montrer à M. Nolot que des vertus nouvelles fleurissaient dans la vieille maison. Il dit avec une certaine emphase. « Retournons donc travailler, nous n'avons pas de temps à perdre. » Et M. Nolot se retrouva seul avec Madame Claire qui souriait doucement. « Alors, il travaille. C'est invraisemblable. Oh, c'est bien grâce à cette petite Jane, une fée, une vraie fée. J'avais peur en la recevant ici. Pensez donc, une enfant gâtée élevée dans le luxe. Mais elle est délicieuse, si intelligente, si bonne. C'est elle qui, ce matin, m'a dit qu'elle ne retournerait pas à la Nouvelle-Orléans en octobre. Son tuteur la laisse libre et elle reste près de nous pour nous aider. Elle n'a plus la fortune qu'elle avait, mais elle reçoit tout de même une très belle pension. Et, grâce à elle, ses cousins vont pouvoir continuer leurs études. Et je ne suis plus obligé de vendre ce champ. » Devant tant de générosité, M. Nolot dut se raidir. Il ne voulait pas laisser croître en lui cette vague sympathie qu'il ne pouvait s'empêcher d'éprouver pour cette fillette qui ressemblait tant à son oncle. « Allons, elle est bien contente sans doute d'avoir retrouvé une famille. Je venais aussi pour lui parler. Je vais la chercher. » Et, ramassant ses pommes, Madame Claire se dirigea vers la maison d'un pas alerte. M. Nolot resta là, traçant de grands ronds sur le sol du bout de sa canne. « Vous désirez me parler, monsieur ?» Il sursaute. Elle est là, très calme, l'interrogeant de son beau regard loyal. Et brusquement, il remarque qu'elle n'est plus élégante comme les premiers jours. Elle a voulu sans doute porter les mêmes robes, toutes simples, que portent ses cousines. Cette délicatesse émeut M. Nolot, tout en l'irritant, car il ne veut à aucun prix reconnaître la moindre supériorité aux membres de la famille Servan. « Il paraît, mademoiselle, que vous avez un chien dangereux. Ah, c'est Gaëtan qui vous a dit cela. Vous a-t-il raconté aussi pourquoi j'ai dû appeler mon chien à la rescousse? Que voulez-vous, ce garçon méritait une bonne leçon. Vous le gâtez trop. Non, mais vous avez une audace. Et ce chien qui a tué des gens jadis? C'était son métier. Il avait été dressé tout jeune par des policiers. Et les gens qu'il a tués, ne m'en parlez pas. Ce sont des souvenirs affreux pour moi. » Jane était devenue si pâle que M. Nolot crut qu'elle allait tomber. Allons, c'était bien une poupée, une petite chose à mettre dans du coton. D'un geste sans douceur, il poussa vers elle une chaise. Jane se laissa tomber sur cette chaise. Il y a des heures affreuses qu'on voudrait oublier. Très gêné, M. Nolot abrégea sa visite. Il n'avait pas parlé d'abattre le pauvre Vaillant. Il s'en allait rapidement. Il se sentait coupable d'il ne savait trop quoi. Dans la rue des Peintres, il rencontra Gaëtan et sa mère. « Dis donc, Gaëtan, quelle sottise avais-tu faite hier chez les Prévotel? Tu ne m'avais pas tout raconté. » Gaëtan ne put s'empêcher de rougir, et chercha à accuser Jane pour se disculper. « Naturellement, elle m'a calomnié. Il ne faut pas la croire. Elle veut me faire passer pour un menteur auprès de vous. Elle convoite votre héritage. » M. Nolot haussa les épaules. « Elle est assez riche pour n'y pas songer. » Il venait de s'apercevoir que Gaëtan lui avait menti, et, pour la première fois, il se demandait si ce n'étaient pas les Vercors, avec toute leur flatterie, qui convoitaient son héritage. Il les quitta sans ajouter un mot, et alla s'asseoir sur le banc, près de la poste, là où le lac venait battre un des côtés d'une petite place. Vais-je donc douter d'eux aussi, malgré tous leurs témoignages d'affection? Il voyait encore le clair regard de Jane. Et elle, vaut-elle mieux qu'eux? Je les connais, les servants, Robert.
Il fixait le lac, le grand lac vert où couraient les premières ombres du soir. C'est horrible à mon âge, 60 ans, de ne plus avoir confiance en personne. Mais il savait qu'au fond, tout au fond de son cœur, il pleurait son filleul mort, Robert. Et, pourtant, je ne lui ai pas pardonné. Je ne veux pas lui pardonner. Ce soir-là, dans tous les villages posés au bord du lac comme des jouets d'enfants, les hommes posèrent leurs fusils de chasse au pied de leur lit et les femmes vérifièrent les verrous. On pouvait tout craindre, n'est-ce pas, avec ce bandit qui courait la campagne, ce bandit venu de l'Amérique, où l'on s'y connaissait en fait de bandits. Les 5 clercs avaient tant travaillé ce jour-là pour essayer de rattraper un peu des heures perdues qu'ils s'étaient couchés tôt, mais Jane était descendue jusqu'au port avec son chien. Tout Nernier dormait. Quelques lueurs brillaient seulement çà et là, aux faces sombres des vieilles maisons. La lune montait, lente, dans un ciel de perles. Elle était maintenant au-dessus du peuplier qui était là isolé sur le quai étroit. Jane alla jusqu'au bout de la jetée. Le lac était merveilleusement calme et gris, mais des lames invisibles battaient sourdement les pieux de la jetée. C'est peut-être de l'orage pour demain. Elle caressait la grosse tête du chien qui se frottait contre elle. Ils étaient seuls sur cette jetée, absolument seuls. Jane s'agenouilla à côté de Vaillant et lui dit à mi-voix, mais en accentuant les mots, « Vaillant, l'heure de la punition est peut-être venue. José Cobb est près d'ici, il se cache là. » Elle montrait la rive bordée de longs peupliers immobiles. « José Cobb, comprends-tu, Vaillant? Nous seuls savons, nous seuls, qu'il est un assassin. Et il nous croit morts. José Cobb. » Et, cette fois, le grand chien aboya sourdement. Il avait compris. Il redressait la tête, ouvrait la gueule, semblant chercher son plus cruel ennemi. La photographie est mauvaise, mais je l'aurais reconnu entre 1000. Les fenêtres, une à une, s'éteignaient. Le village ne fut bientôt plus qu'ombre. Guy dormit mal, cette nuit-là. Il eut une longue insomnie. Il était sûr que Jane connaissait ce redoutable cambrioleur. Où l'avait-elle rencontré? Pas dans la maison des Palmes. Pas dans sa vie de petite fille bien sage qui marchait entre son chien et son institutrice. À l'aube, le beau temps durait toujours et le ciel demeurait pur, mais la chaleur était lourde. C'était un jeudi, le dernier avant les grandes vacances. Et, après le déjeuner, les Claire et Jane partirent faire une grande promenade. Sur la route de Messery, ils rencontrèrent les Prévotel et Gaétan. « Revenez avec nous, regardez, un orage se prépare. » De gros nuages noirs aux franges cuivrées s'amoncelaient du côté de Genève. « Il faut que j'aille porter un panier de champignons chez les Maupin. Accompagnez-moi. » Gaétan, qui était toujours gêné par la présence des Claire, s'éclipsa en prétendant qu'il avait quelque chose à dire au douanier. Les premières gouttes de pluie tombaient lorsque les 5 Claire, Jane et les 2 Prévotel sonnèrent à la porte des Maupin. Ceux-ci habitaient une très vieille maison qui plongeait dans le lac et dont les balcons fleuris dominaient le demi-cercle du port. « Entrez donc, il pleut, » dit la fidèle bonne des Maupin. « Je suis seul aujourd'hui avec les enfants. » On les entendait jouer et rire au premier étage. Et, tout de suite, l'orage éclata avec une violence inouïe. Il n'était que 6 heures du soir et on se serait cru en plein crépuscule. « Voilà une tempête, » fit Jean, en se tournant avec fierté vers Jane. « Vous qui preniez notre lac pour un étang. » Il s'était approché de la porte vitrée, qui ouvrait sur le perron de pierre dont les marches baignaient dans l'eau. « Mon Dieu !» cria soudain la bonne. « Le canoë qui n'est plus là !» Elle courut au premier étage et revint livide. « Les 3 garçons sont partis sur le lac, pour me faire une farce, paraît-il. » Les de la famille Maupin, qui comptait 7 enfants, étaient terribles. Roger, Roland et Raoul avaient 8, 9 et 10 ans. Ils se promenaient tout le temps sur le lac, allaient même jusqu'à Nyon, en Suisse, avec le canoë de leur père. Et tous les gens du pays disaient que ça finirait mal. Les Prévotel crièrent « Courons chercher Gaétan, il n'y a que le conquérant qui puisse les sauver. » Les Claire et Jean se lancèrent sous la pluie qui tombait en trombe. Jane s'était avancée sur le perron balayé par le vent. Il n'y avait plus auprès d'elle que Guy et Jacqueline. Un terrible coup de tonnerre, un immense éclair, d'une blancheur aveuglante, déchire le ciel. Et Jane, qui voit plus loin que tout le monde, aperçoit très loin une mince ligne noire. Le canoë, sans doute. Alors elle n'hésite plus. Elle ne sait pas ce que c'est qu'hésiter. Elle a fait ainsi dans sa vie bien des bêtises, mais elle continue. « Je les vois, il faut partir tout de suite. » Elle étage déjà la solide barque à voile des Maupin. « Qui vient avec moi ?» Muets, cloués au perron par la peur, Jacqueline et Guy se taisent. « Bien, j'irai seule. » Elle a sauté dans la barque. Elle hisse la voile à peine mouillée grâce à la bâche qui la protégeait. D'un coup de couteau, elle tranche les cordes des 2 corps morts. Et elle prend la barre. Guy n'a pas eu le temps de pousser un cri. La barque est déjà hors du port. Avec une imprudence inouïe, mais aussi avec une sûreté encore plus inouïe, Jane serre le vent au plus près,
et le bateau ne court pas sur les vagues, il vole. Un tumulte à la porte de la maison. Les douaniers, 2 pêcheurs, Gaëtan, l'Éclair et Jean sont là. Je ne sortirai pas du port, mon 6 mètres se briserait sur les rochers. Il a raison, approuvent les douaniers et les pêcheurs. Il faut attendre que le plus gros de l'orage soit passé. D'ailleurs, ces gosses sont fichus, à moins qu'ils n'aient pu gagner la Suisse ou qu'ils n'aient rencontré une autre barque. La calme Jacqueline se redresse, frémissante. Ah, il n'y a rien à faire. Impossible de sortir du port avec cet orage. Regardez donc, elle est bien sortie, elle. Et, dans la lumière blanche d'un nouvel éclair, ils purent voir, tous, la barque qui fuyait vers le large. Non, c'est Jane. Et un nuage de grêle creva avec une telle violence que les carreaux d'une des fenêtres furent brisés. L'eau tombait par paquets, brutalement. Et déjà la nouvelle courait à travers le village. Jane Servant, la petite fille fragile, affrontait seule la colère du lac pour sauver 3 enfants. Elle est perdue. Elle ne connaît pas le Léman. Elle ne reviendra pas. Enveloppés dans des imperméables ruisselants, M. Nolot et le maire accoururent chez les Maupin. La grande pièce du rez-de-chaussée était pleine de monde. On ne savait plus si c'était la nuit ou le jour. Le fracas du tonnerre forçait les gens à hurler pour se faire comprendre, et les éclairs aveuglants balayaient le ciel et le lac. C'est fou, absolument fou. Je croyais qu'elle avait peur de l'eau, gémissait Jacqueline. Guy, les dents serrées, avait envie de pleurer. Pourquoi n'était-il pas parti? Où a-t-elle donc appris à barrer, une gamine que son père ne laissait pas traverser seule les chaussées? Guy s'approcha de M. Nolot, et, dans l'affolement de ce terrible orage, il cria « Vous ne voyez donc pas qu'elle a un secret? Elle n'est pas ce qu'on pensait. Absolument pas. » À chaque nouvel éclair, tous les visages se tournaient vers le lac pour voir encore, dans cette brève et éblouissante lumière, la voile blanche. Elle est toujours là. C'était étrange. Gaëtan lui-même n'avait plus qu'un désir, voir revenir Jane Servant. On ne songeait plus à se moquer de son accent ni de son chien, ni de sa façon de dire toujours les choses en face. Ce n'est pas aujourd'hui que le fameux gangster vous traversera le lac, plaisanta un des douaniers. Guy lui jeta un regard oblique. Le maire allait et venait. Il était blessé dans son amour-propre. Tous les journaux allaient parler de ce sauvetage tenté par une gamine de 14 ans. Comme s'il n'y avait pas, à Nernier, d'homme capable de faire sortir un bateau par cet orage. On a arrêté votre voleur, monsieur Nolot, dans une ferme de Douvaine. Malheureusement, ce n'est pas l'homme que l'on recherche. Si c'est un bandit de grande envergure, il roule auto et ne se promène pas dans les poulaillers. Il pleuvait toujours et la barque ne revenait pas. Au dernier éclair, on ne l'avait plus vu. Mais il pleuvait si fort que ce n'était pas étonnant. La vieille bonne des Maupin sanglotait. Mon Dieu, pourvu qu'ils reviennent tous. Et leurs parents qui ne rentrent que demain. Ils sont à Genève. M. Nolot prit une grande décision. Allons jusqu'au bout de la jetée et qu'une des barques à moteur attende à l'entrée du port. Il faut être prêt à leur porter secours, préparer des cordes aussi. Il oubliait sa vieille rancune contre les servants. Dès qu'il eut fini de parler, la pièce se vida. Tout le monde s'élançait vers la jetée sous la pluie battante. Seuls Jacqueline et Guy restèrent assis sur le perron, enveloppés dans leurs pèlerines. Si elle revient, c'est ici qu'elle abordera le plus facilement. Jacqueline essayait de voir, de percer le secret du lac en fureur. Elle est bien mystérieuse, votre cousine. Oui, approuva Guy. Autrefois, nous l'appelions la cousine inconnue. Elle est encore plus inconnue maintenant, car je suis sûr que mon oncle Daniel ne lui a jamais appris à conduire un bateau. Il parlait d'elle comme d'un papillon, comme d'une petite fille en porcelaine qu'une chic note aurait cassée. Le pauvre homme, que dirait-il s'il est encore vivant? Oui, c'est une drôle d'histoire. Oh, pas drôle, protesta Guy. C'est comme si je voyais Françoise ou Nicole se noyer et sans pouvoir rien faire. Ils se turent de nouveau. Les caisses de fleurs qui bordaient le perron avaient été fauchées par la grêle. Jacqueline ramassa une poignée de capucines toutes mouillées. L'eau sautait jusqu'aux plus hautes marches. « Monsieur Nolot a l'air d'être plus aimable avec vous. Enfin, il a pris en grippe ce pauvre Vaillant. Maman dit qu'il ne vous pardonne pas d'être les neveux de Robert Servant, ce filleul qui s'est si mal conduit avec lui. Ce n'est pas notre faute, bien sûr. » Jacqueline se tut. Elle savait que M. Nolot avait juré que jamais aucun membre de la famille Servant ne franchirait plus le seuil de sa maison. Mais ce n'était pas la peine de raconter cela à Guy. Avec ce vent qui souffle du sud-ouest, va-t-elle pouvoir revenir à Nernier? Mais le bateau qu'elle avait pris n'était déjà plus peut-être qu'une épave. Soudain, dans l'éblouissement d'un nouvel éclair, on aperçut une voile blanche qui entrait dans le port. Denis, qui avait réussi à grimper sur un des pieux marquant cette entrée, entendit, dans le vent, ce seul cri. « Un docteur, vite, un docteur !» Et la barque vint accoster à l'escalier des Maupin. Jean et Louis avaient couru jusqu'à l'hôtel de la Comète, où un médecin, venu de Paris, passait quelques jours. C'est Roger qui est blessé, et Roland est évanoui.
Des bras se tendaient, on saisissait les petits garçons, on les emportait dans leur lit. Seul Raoul, l'aîné, n'avait rien et avait même pu aider Jane dans la manœuvre du bateau. Mais Jane vacillait et Jacqueline dut la soutenir jusqu'à une chaise longue. Elle tremblait de froid et de fatigue. Quand je suis arrivé près du canoë, il venait de chavirer. Ça a été très dur. Roger n'avait pas la force de grimper dans le bateau et Raoul soutenait Roland qui avait déjà bu. L'orage s'éloignait et la pluie faisait moins de bruit. On avait fermé les volets de la fenêtre aux vitres brisées et allumé des bougies, car il y avait une panne d'électricité. Le médecin accourait sous la pluie, grimpé en tête au premier étage, par cet escalier extérieur encadré de glycine. La vieille bonne préparait du thé dans la cuisine et Nicole en apportait une tasse. « Bois vite cela, ma petite Jane. Quel cran tu as eu tout de même. » Et les clercs regardaient leur cousine avec admiration. Monsieur Nolot venait d'entrer dans la pièce en désordre. Le pauvre Roland a repris connaissance et la blessure de Roger n'est pas grave. Il n'osait pas regarder la fille de Daniel Servant. « Vous avez été plus que courageuse, héroïque. Est-ce que vous ne pourriez pas nous dire où vous avez appris à barrer, même en pleine tempête ?» Elle secoua lentement la tête. Ce fut elle qui fut le plus malade. Durant 8 jours, la mort rôda autour de son lit, et tout le village demeura dans l'angoisse. Heureusement, la jeune fille fragile était robuste. Mais, revenue à la vie, elle ne livra pas son secret. « J'attends l'heure. » Mais quelle heure? C'est un beau jour tiède, un des derniers jours d'août. Jane savoure sa convalescence. Que de choses ont changé. Les Maupin ne savent comment prouver leur reconnaissance à la mystérieuse cousine, et, chaque jour, des fleurs, des fruits, des bonbons arrivent de la maison du bord du lac. Quel calme! Jane n'est pas encore sortie du jardin. Elle a dormi après le déjeuner plus longtemps que d'habitude, car la pendule marque 4 heures. Nicole, Françoise, personne ne répond. Jane descend l'escalier. Décidément, la maison est vide, et le jardin aussi. Seul, Vaillant est là qui dort, près de sa niche. Tiens, on l'a attaché. Aurait-il fait quelque bêtise? Jane a envie de sortir soudain, d'essayer ses forces neuves. Elle ouvre la porte, prend un chemin, puis un autre. Elle avance à petits pas comme une enfant qui ne sait pas encore marcher. Et, pourtant, il faut qu'elle retrouve toute son énergie. Elle a encore tant de choses à faire. Cet homme dont on parle, qui est à Évian et qui joue gros jeu, qui se dit espagnol et qui a un drôle d'accent, oui, elle est sûre que... Mais chut, quelqu'un pourrait entendre. Quel silence dans ce chemin! Que se passe-t-il donc à Nernier? Des cris, brutalement, déchirent l'air. « Attention, le chien enragé, le chien enragé !» Jane s'arrête, le cœur battant. Elle ne savait pas qu'il y avait un chien enragé dans le pays. Ses cousins n'ont pas voulu l'effrayer, sans doute à cause de Vaillant, et c'est pour cela qu'ils ont attaché la brave bête. Le chemin est encore désert, qui va de la Savoyarde à la route de Messery. Jane est lasse. Elle s'arrête, s'assit sur les talus, quête de nouveaux cris et n'entend plus rien. Elle fronce les sourcils. La chasse doit être ouverte, ils n'ont qu'à prendre leurs fusils, et M. Nolot, qui est un si bon tireur... Jane relève la tête, et cette fois, son cœur bat comme un fou. Un grand chien jaune s'avance dans le chemin, la langue pendante, les poils hérissés. Jane a tout de suite reconnu l'allure d'un chien enragé. Elle en a vu, autrefois, dans ce passé mystérieux dont elle ne parle jamais. Mais où fuir? Pas d'autre refuge que, devant elle, le jardin de la Savoyarde. Elle hésite l'espace d'une seconde. Elle sait, par Gaëtan, ce que Jacqueline n'a pas voulu dire à Guy, que cette maison est pour toujours fermée à sa famille, et à elle plus encore. Mais le chien descend le chemin droit devant lui. Il n'y a plus d'autre moyen de fuir. Jane se dirige aussi vite qu'elle le peut vers la grille de la Savoyarde. Elle l'ouvre, la referme soigneusement et se demande ce qu'elle va dire si elle se trouve en face de M. Nolot. Quand elle se retourne enfin, la bête a disparu, le chemin est vide. Mais Jane est si lasse qu'elle monte jusqu'au kiosque, où se trouvent des fauteuils d'osier, et elle se laisse tomber dans le premier, le cœur encore battant. Tiens, sur la table, il y a un fusil. Le fusil sans doute de M. Nolot. C'est le premier fusil qu'elle voit depuis qu'elle a quitté l'Amérique. Ce n'est qu'une carabine assez légère. Sans doute M. Nolot n'a-t-il plus autant de force. Jane caresse la crosse et ferme les yeux un instant. Les souvenirs remontent en foule, tous les souvenirs terribles ou joyeux. Il a suffi de cette carabine abandonnée là sur cette table. Allons, cela va mieux. Jane se lève, elle veut fuir cette maison. Mais là-bas sur la route, que se passe-t-il? Un groupe d'enfants qui se blottissent contre un mur et, devant eux, le chien jaune menaçant. Les enfants crient. Le chien enragé n'est plus qu'à quelques pas d'eux. Elle a saisi la carabine. Elle doit être à plus de 100 mètres de ce chien. Il faut bien viser, ne pas trembler. Est-ce que je sais encore tirer? Et ces enfants qui sont si près? Mon Dieu, ayez pitié de moi.
Elle a épaulé, elle a tiré 2 coups, la carabine était chargée à 6 balles. Le vacillait sur ses pattes, mais il s'est abattu, raide mort. Des paysans accourent avec leurs fourches. Qui a tiré? On ne sait pas. L'aîné des enfants tend la main vers la Savoyarde. C'est de là que le coup est parti. Mais voici M. Nolot et M. Maupin qui descendent du quart de tonneau. On fait déjà cercle autour du chien enragé, qui, depuis 4 jours, semait la terreur dans le pays. Mais cette fois, c'est bien fini. Qui est-ce qui l'a tué? M. Nolot se penche sur le cadavre. Un beau coup, 2 balles dans la tête. Je voudrais avoir fait ce coup-là. Et il répète. Visez toujours à la tête de l'animal. Et plus bas encore, Robert tirait toujours ainsi. C'était le meilleur chasseur de tout le pays. Les gamins répétaient. C'est de la Savoyarde qu'on a tiré. M. Nolot ne pouvait pas le croire. La maison était vide à cette heure-ci. Gaëtan était à Thonon, et d'ailleurs il n'avait jamais été capable de casser une pipe à la foire, ni de percer un carton. Tout de même, pour être plus sûr de ne pas se tromper, M. Nolot laissa là tous les badauds accourus, et qui faisaient cercle autour du chien. Il prit le plus court sentier pour rentrer chez lui, et il aperçut Jane Servant, qui sortait du jardin de la Savoyarde, refermant avec soin la grille derrière elle. Comme elle était pâle et mince et fragile. Il aurait voulu lui dire un mot de sympathie. Oui, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de la sympathie pour cette enfant courageuse. Elle leva les yeux vers lui sans effroi. « Je m'excuse, monsieur, d'être entré ainsi chez vous. Mais je n'ai pu faire autrement. Le chien enragé venait sur moi. Rassurez-vous, je n'ai pas pénétré dans votre maison, seulement dans votre kiosque. » Il fut froissé par cette voix lointaine, un peu sévère. Sans doute savait-elle que sa porte était fermée aux servants. Mais il avait, après tout, de graves raisons pour cela, et cette gamine ne manquait pas d'audace en ayant l'air de lui reprocher ce serment. Elle avait disparu lorsqu'il ouvrit la grille. Il appela son jardinier, sa fidèle gouvernante, Madame Vercors, Gaëtan. Personne ne lui répondit. Voyons, où avais-je laissé ma carabine? Mais dans ce kiosque, justement. En 3 bonds, il eut gravi l'escalier. Sa carabine était bien là, sur la table. Elle était chargée à 6 balles. Il ôta le chargeur, il n'y avait plus que 4 balles. Alors la lumière se fit. C'était Jane Servant qui avait tiré. Ce ne pouvait être qu'elle. Et, à plus de 100 mètres, elle avait visé juste, oui, avec une précision extraordinaire. M. Nolot restait, là, accablé par ses pensées. Le mystère ne s'éclaircissait pas, mais bien des choses devenaient possibles. Daniel était si myope qu'il n'a jamais été capable de tuer un lapin. Par conséquent, cette petite a dû connaître Robert. Et on prétendait qu'il ne voyait plus aucun membre de sa famille. Mais n'est-ce pas Jane elle-même qui m'a annoncé qu'il était mort? Il demeura là, écrasé, jusqu'à ce que le soleil couchant se mit à faire pleuvoir de l'or et de la pourpre sur le lac. Il faut que je lui parle. En revenant à la vieille maison des Clercs, Jane avait croisé des automobilistes qui s'étaient arrêtés, devant elle, au café de la Comète. Une voix montait. « Moi, mon cher, je vais jusqu'à Évian ce soir, vous savez bien. Monsieur Starez, ce riche Mexicain, invite tous les membres du Yachting Club au casino. Avec cette chaleur, j'espère que ce sera sur la terrasse. Oh, il nous offrira des glaces et du champagne, et puis nous pourrons aller danser. » Les yeux clairs de Jane s'étaient durcis. Tout indiquait, dans son mince visage, qu'elle venait de prendre une grave résolution. Quand M. Nolot se décida à retourner chez les Clercs, et Dieu sait ce que cette visite lui coûtait, l'ombre venait rapidement. Sur le port, on discutait encore au sujet du chien enragé, et Gaëtan écarquillait les yeux. « Vous dites que les coups sont venus de la Savoyarde? Mais il n'y avait personne. » M. Nolot mit fin à cette discussion. « Je sais qui a tué ce chien. C'est Jane Servant. » La stupeur se peignit sur tous les visages. Cette gamine avait juré de faire perdre la tête à tous les gens du pays. On assurait qu'elle avait été élevée dans une cage dorée, comme un oiseau des îles, et elle venait de faire un coup de fusil que n'auraient pas réussi les meilleurs chasseurs du pays. Gaëtan grogna. Alors elle nous a sûrement raconté des blagues. Et il haussa les épaules. « Quelle blague ?» demanda M. Nolot. « M. Servant n'aurait jamais laissé toucher un fusil à sa fille. Jane n'est donc pas sa fille. » M. Nolot sentait bien que le drame allait se dénouer, et que, en effet, Jane ne pouvait pas être la fille de Daniel Servant. « Je vais savoir la vérité. » Il alla sonner à la vieille maison. « Je voudrais parler à mademoiselle Jane Servant. » Il faisait presque nuit. Dans la pénombre du jardin fleuri de Lourdalia, la voix de Louis monta, angoissée. « Elle n'est pas ici. Nous l'avions laissée seule car elle dormait. Et voilà, quand nous sommes revenus, elle était partie avec son chien. Heureusement, elle n'a pas emporté sa valise. Les autres étaient groupés dans le vestibule, tout bouleversés. « Alors vous ne l'avez pas vue? Si, il y a 2 heures, elle venait de sortir de chez moi. C'est elle qui a tué le chien enragé. » « Non, c'est elle ?» Et Guy s'écria avec une sorte de désespoir. « Je savais bien qu'elle avait un secret. Et, voilà, elle nous a quittés. » Madame Claire était toute tremblante. « Où a-t-elle pu aller, mon Dieu ?»
La porte se mit à battre. Jacqueline de Prévotel arrivait, l'air très inquiet. « Mais enfin, que se passe-t-il donc ?» Tous l'entourèrent. « Savez-vous quelque chose, Jacqueline ?» Jane a disparu. Je l'ai vue monter dans une auto avec Vaillant. Elle est enveloppée d'une grande mante. Cette auto a pris la route de Toum. Ce n'étaient pas des gens d'ici. Le monsieur qui était au volant a dit « Nous serons à Évian dans 1 heure. » Monsieur Nolot réfléchissait. Soudain, il se décida. « Venez avec moi. Je prends ma voiture et nous allons à Évian. Je sais qu'il y a un bal ce soir au casino d'Évian. C'est peut-être pour se distraire un peu, pour voir ce bal, que votre cousine est partie. » Mais il savait bien au fond de son cœur qu'une raison grave avait dû déterminer ce départ. Il faisait nuit tout à fait lorsque monsieur Nolot arriva à Évian. Un grand ciel étoilé allait du Jura aux Alpes et la lune se mirait doucement dans les eaux du lac. Denis, Louis, Guy et Nicole accompagnaient monsieur Nolot. Ils s'installèrent sur la terrasse du casino. À quelques mètres d'eux, le riche espagnol, monsieur Starez, recevait ses hôtes et le champagne coulait à flots. L'orchestre venait de se taire pour quelques instants. Et Guy ne quittait pas des yeux l'escalier qui montait des jardins. Il attendait, il espérait. Et, brusquement, il la vit. Elle était pourtant méconnaissable. Où avait-elle trouvé cet étrange costume? Une jupe brune, un chandail brun sur une blouse blanche, un mouchoir rouge noué autour de la tête, de courtes bottes. Et Vaillant était à côté d'elle. Elle se dirigea droit vers la table de M. Starez et s'arrêta devant lui. « Bonsoir, José Cobb. » M. Starez sursauta, comme mordu par un serpent. Vaillant grondait, et, si Jane ne l'avait pas retenu par son collier, il aurait bondi sur cet homme, verdâtre, dans son habit bien coupé. « Ah, José Cobb, l'heure de la punition a sonné. Vous pensiez que nous étions tous morts, mais il restait cette petite fille. Vous souvenez-vous, il y a 10 mois, au moment où les inondations menaçaient notre maison près du lac Vert, là-bas, dans les Rocheuses, nous étions seuls avec maman et Vaillant. Vous êtes venus pour nous voler. Vous avez blessé Vaillant, et, ensuite, pour effacer toute preuve, vous avez fait sauter le barrage. Tout a été submergé. Maman est morte. J'ai pu me sauver avec Vaillant sur un tronc d'arbre. Plus bas au village, c'était aussi l'inondation. Papa s'est noyé après avoir sauvé 20 personnes et sans savoir quel crime vous aviez commis. On croyait que vous n'étiez qu'un voleur, mais vous êtes aussi un assassin. » Elle parlait avec des yeux de flamme. Le terrible bandit ne pouvait pas l'interrompre. Les mots pleuvaient sur lui comme des pierres, et il n'était pas ressaisi assez vite pour pouvoir assurer qu'il ne connaissait pas cette jeune fille. Vous avez pu vous teindre les cheveux, Vaillant vous a tout de même reconnu. Vous êtes folle, cette comédie a assez duré, finit par crier l'homme. Mais le chien se remit à gronder. Quand vous serez en prison, vous essaierez de vous disculper. J'ai prévenu la police. On fera une enquête aux États-Unis, et ce sera moi qui vous accuserai. Moi, Jane Servant, fille de Robert Servant. Dans le coin le moins éclairé de la terrasse, M. Nolot gémit. Je comprends tout. C'est la fille de Robert. Je ne savais pas qu'il s'était marié là-bas, qu'il avait eu une enfant. L'éclair était écrasé par ce coup de théâtre. Ainsi leur cousine inconnue était la fille de l'oncle Robert, et non de l'oncle Daniel. Elle avait grandi dans la forêt, au bord d'un lac. Elle avait passé des heures horribles. Tout le monde se taisait. Et, à cet instant, 4 policiers en civil s'avancèrent. « Veuillez nous suivre, monsieur. » Il y eut alors un moment de tumulte. Ainsi, cet homme que l'on fêtait à Évian était un bandit. Il avait trouvé la meilleure façon de se cacher, puisqu'il avait de l'argent. « Jane !» Cette voix étouffée, c'est la voix de Guy. Jane les aperçut enfin tous les 4 avec monsieur Nolot. « Assis-toi, prends quelque chose, tu n'as pas dîné. »« Mais pourquoi ne nous avais-tu pas dit ?» reprochait Nicole. « Que je n'étais pas la fille de l'oncle Daniel ?» J'attendais. Je ne voulais pas révéler mon vrai nom avant d'avoir fait justice, et avant que cet homme fût hors d'état de nuire. Je savais qu'il s'était embarqué pour l'Europe. Elle baissa la voix. Quand mes parents sont morts, j'ai été à la Nouvelle-Orléans. L'oncle Daniel venait de perdre sa fille qui avait toujours été très délicate, une mauvaise rougeole. Elle s'appelait comme moi, Jeanne. C'est un nom de la Savoie. L'oncle Daniel m'a adopté, et c'est toute mon histoire. Ce soir, j'ai remis mon costume d'autrefois pour venir à Évian, pour confondre cet homme. C'est fini, il ne pourra plus commettre de crime. Elle ferma les yeux une seconde. Je suis si lasse. C'était fou aussi de commettre une pareille imprudence. Quand vous n'êtes pas encore bien guéri, venez, j'ai ma voiture. Monsieur Nolot se levait. Nicole et Denis prenaient doucement Jane par le bras. Nous avons eu si peur. Je ne vous quitterai plus jamais, je vous le promets. Je reste en France. Elle prit place à côté de monsieur Nolot. Tu n'as pas froid? Tu n'as plus faim? Elle devinait tant de tendresse dans ses questions anxieuses. Elle sourit. Non, je vais très bien. Rien qu'un peu de fatigue. Monsieur Nolot demandait.
Je viendrai vous voir demain, vous voulez bien? Oui. Quand il arriva, le lendemain, dans le jardin fleuri de Dahlia, il était très ému. Je veux vous demander pardon de tout ce que j'ai pu vous dire de cruel. Je ne savais pas que vous étiez la fille de mon filleul. Si je n'ai jamais pu lui pardonner, c'est qu'au fond, tout au fond, je lui avais gardé mon affection. Elle se redressa un peu dans son fauteuil d'osier tout branlant. Je vais vous dire maintenant pourquoi mon père est parti ainsi il y a 20 ans. Il avait dû payer une dette énorme faite par le père de mes cousins. Pour cela, il avait accepté un engagement de 3 ans dans les montagnes rocheuses. Et il n'a rien voulu dire, rien, pour ne faire aucun tort à son beau-frère qu'il aimait beaucoup. Et qui est mort 10 ans plus tard, trop pauvre pour rendre ce qu'il avait emprunté à papa. Je vous ai dit cela pour que vous n'en vouliez plus à votre filleul qui a beaucoup souffert de tout cela. Mon Dieu, si j'avais pu me douter, répétait M. Nolo. Les clercs auraient dû me parler. Ils étaient trop fiers, mais il faut oublier cette histoire afin que personne ne la sache jamais. M. Nolo murmura. Vous me pardonnez? Oui. J'oublierai tout, et je vais essayer de réparer mon injustice. Permettez-moi d'essayer, sans cela j'aurai trop de remords. J'ai la preuve que Gaëtan et ses parents ne songent qu'à ma fortune. Ils partiront la semaine prochaine et ne reviendront pas, car je ne les inviterai plus. C'est de vous que je veux m'occuper, de vous et de vos cousins. Vous avez besoin, tous, eux surtout, d'un parrain pour vous guider, pour vous protéger. Lui, l'homme énergique et froid, il pleurait. Vous êtes bon, dit simplement Jane. Alors il murmura. Je vous remercie, ma petite fille, de m'avoir rappris la bonté.